Bonjour Monsieur Popa. Bonjour, monsieur. Merci d'être l'invité de ce troisième épisode de Nanopod. Écoutez, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, on va en profiter pour explorer plusieurs thématiques. Ah oui? Mais pour commencer, j'aimerais que vous me parliez un peu de vos études et Ok. de votre parcours en Roumanie. Donc, j'ai commencé, on parle des études universitaires, je pense, Oui, bien non? sûr. Pas toute l'école. Ok. Donc, j'ai commencé mes études universitaires en 1967 à Iași. Iași, c'est une grande ville en Roumanie, située au nord-est du pays, à une université qui est l'une des plus importantes universités du pays, s'appelle l'Université technique Gheorghe Asaki. Donc, j'ai commencé mes études dans le domaine de la chimie industrielle. Donc, génie chimique, ça veut dire, à l'époque, spécialité technologie des polymères. Donc, j'ai fini mes études 5 ans après, en 72, et je suis resté tout de suite comme enseignante, assistante universitaire à l'époque, dans la même université. Bon, en 1980, je suis devenu maître assistant, donc j'ai commencé à donner des cours. Et après, tout de suite après la Révolution, je suis devenu maître de conférence en 1992, en 1993, professeur titulaire. Comme enseignante, j'ai donné beaucoup de cours dans le domaine des polymères. Ça veut dire physico-chimie des polymères, technologie de mise en œuvre des polymères, technologie d'obtention des polymères, application des polymères, méthode de caractérisation des polymères, etc. En parallèle avec l'activité d'enseignante, j'ai commencé à dérouler une activité de recherche scientifique, évidemment. Et le premier domaine de recherche que j'ai abordé, c'était la mécanochimie des polymères. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? C'est la possibilité de transformer, d'utiliser l'énergie mécanique pour réaliser des transformations chimiques des polymères. Ça, c'est la mécanochimie des polymères. Et ma thèse de doctorat a été dans ce domaine et a concerné l'étude des réactions mécanochimiques sur un copolymère ternaire qui est utilisé pour l'obtention des fibres synthétiques. Fibres mélana, si je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dans les fibres acryliques, dans un mot. En 1980, le directeur de département a décidé que je passe à un autre collectif de recherche parce qu'il voulait lancer un nouveau domaine de recherche dans le département. Il s'agit du domaine des polymères bioactifs. Donc, polymères à activité biologique. Plus exactement, il s'agit des systèmes polymères médicaments, soit polymères principes biologiquement actifs, ça peut être une enzyme par exemple, ou une cellule. Oui, et c'était un domaine qui avait commencé pendant les années 72, 75, quelque chose comme ça, dans le monde, et s'est affirmé rapidement. Mon directeur de département, le professeur académicien Christopher Simeonescu, qui était vraiment un visionnaire, et il a senti que c'est un domaine important, et il a décidé, comme je disais, d'organiser ce groupe de recherche avec un collègue à moi, qui était à l'époque maître de conférence, et avec moi. Et comme ça, à partir de 1980, j'ai commencé à travailler dans le domaine de polymères bioactifs. Bon, mes recherches, et en général, les recherches de groupe duquel je faisais partie, ont été bien reçues par le monde scientifique. On a été beaucoup cités dans la littérature. Et donc, j'ai réussi à avoir une reconnaissance scientifique internationale. Par conséquence, en 2010,
j'ai reçu de la part de l'université de Pau et Pays de la Dour de la France le titre de docteur honoris causa de cette université. Je suppose que vous connaissez ce que ça veut dire. Sinon, je vous dis dans quelques mots. Donc, une université a le droit, le privilège même, d'accorder ce titre à des personnalités qui se sont remarquées par leur réalisation scientifique. Et bien sûr, s'il y a une collaboration entre la personne qui va recevoir le titre et l'université qui donne le titre. Et bon, 7 ans après, j'ai reçu pour la deuxième fois un titre docteur honoris causa en France, à l'université de Haute-Alsace de Mulhouse. C'est une université vraiment réputée. Et comme ça, je suis devenu le seul Roumain qui a 2 titres docteur honoris causa en France, à des universités françaises. Donc, vous représentez tout le pays. Oui. Et encore une chose importante à propos de mon évolution comme scientifique, si vous voulez. Grâce à mes travaux scientifiques, j'ai reçu plusieurs prix, pas seulement national, aussi international. Par exemple, le prix de l'Académie roumaine, qui est un prix vraiment important. Et à partir de 2015, je suis devenu membre de l'Académie roumaine de sciences. Je suis membre titulaire à présent de cette académie. C'est impressionnant. Comme scientifique, si c'est le cas de présenter un très court bilan de mon activité, j'ai réussi à publier presque 500 publications. J'ai à présent 499 articles publiés dans des journaux à haut coefficient d'impact. J'ai réussi, je suis des directeurs de thèse, bien sûr, à partir de 1996, et jusqu'à présent, 50 collaborateurs, 50 doctorantes à moi ont obtenu le titre de docteur. Je suis maintenant en Algérie pour participer à la soutenance de thèse d'une doctorante en co-tutelle à moi, algérienne, co-tutelle à moi, de l'université de Chlef. Elle a soutenu sa thèse il y a 2 jours, et comme 3 jours peut-être, et comme ça, elle est devenue mon 5e docteur déjà en chimie. Et à propos de ça, j'ai 5 docteurs algériennes, 3 à l'université de Chlef, encore une à l'université de Tarf, je dis bien, je pense, enfin, et encore une à l'université de Tlemcen. Et j'ai encore des étudiantes en thèse en co-tutelle d'autres pays arabes, si vous voulez, au Maroc, par exemple, en Tunisie. Donc, c'est ça. Concernant mon parcours scientifique, bien sûr, j'ai présenté beaucoup de communications scientifiques à l'occasion des congrès internationaux, même mondiaux. Je suis invité souvent pour présenter des conférences. J'ai été directeur de plusieurs projets de recherche financés soit au niveau national, soit par le gouvernement roumain, je veux dire, soit international, donc financement européen. Et je suis co-auteur aussi de 21 brevets d'invention, dont un a été à un moment donné appliqué. Il s'agit d'une fabrique de production de la cellulose micronisée qui était en Roumanie. C'est très bref, voilà mon parcours scientifique et mes réalisations. Très long parcours, monsieur. Là, j'ai envie de vous poser une question. C'est lequel de vos brevets que vous préférez le plus? Lequel de mes brevets? Oui, peut-être le plus insolite. Oui. Bon, donc d'une part, c'est le brevet duquel je parlais, qui a été à la base de la construction d'une petite usine, petite fabrique en Roumanie, mais le brevet qui est le plus proche, disons, de mon cœur et de mon activité, c'est un brevet concernant un insert ophtalmique. Donc, c'est placé dans le domaine des polymères
système polymère médicament à libération contrôlée. Donc, de quoi s'agit-il? Bref, c'est un système, un type d'hydrogel à base d'un polysaccharide dans lequel est chargé un médicament destiné au traitement de glaucome à l'angle ouvert. Vous savez que c'est ça? Non. Non. C'est une maladie de l'œil qui provoque des tensions intraoculaires très fortes et d'ici des douleurs qui dilatent beaucoup la pupille. Et c'est pas du tout confortable pour ceux qui ont cette maladie. Alors, pour améliorer ces douleurs, on met d'habitude des piqûres, des petites gouttes, d'un médicament qui s'appelle la pilocarpine. Bon, mais il faut ajouter la pilocarpine 2-3 fois par jour pour diminuer la tension intraoculaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment quand on ajoute les gouttes, à cause du clignotage réflexe de l'œil, la plupart de la solution sort de l'œil. Mais il y a aussi une possibilité de sortir par la glande, le canal lacrymal. Et arrive dans le nez. Donc les quantités. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un contrôle sur la concentration de médicaments qui restent dans l'œil. Alors, mon approche a été de réaliser un hydrogel. J'ai discuté un petit peu aujourd'hui des hydrogels dans lequel j'ai encapsulé la pilocarpine. Et quand on met un petit morceau d'hydrogel, et on sait exactement quel est le taux de pilocarpine dans l'hydrogel, on le met dans l'œil et il continue à libérer le médicament d'une manière soutenue pendant 24 heures. Donc, après, il faut le changer, il faut l'introduire. Bon, c'est ça le brevet. J'ai dit le plus important parce que j'ai reçu le prix, la médaille d'or à l'occasion d'un Salon mondial d'invention à Bruxelles, s'appelle Eureka. Et il y avait une producteur pharmaceutique, belge qui voulait acheter le brevet. Mais malheureusement, le brevet en Roumanie n'était pas un brevet international. Pour breveter au niveau international, ça coûte beaucoup. Donc, j'ai pas pu vendre voilà, le brevet. Entre-temps, parce que les brevets d'invention sont protégés que pour 20 ans. Après, ils deviennent libres, n'importe qui peut l'utiliser sans problème. Et je ne sais pas, peut-être quelqu'un a commencé à fabriquer l'insert ophtalmique. C'est ça le brevet le plus important pour moi. Oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu aux années 70, 80, lors de vos études. Parce que pendant ce moment, la Roumanie était sous le régime de Nicolae Ceausescu. Et donc, c'était une dictature. La Roumanie était assez instable politiquement. Donc, j'aimerais savoir l'influence de la politique sur la science, la recherche, les interférences. À l'époque de Ceausescu? Oui. Ou maintenant? À l'époque de Ceausescu, oui. Et ce qui s'est passé pendant et après la révolution. Ok. La période de Ceausescu a été, comment je pourrais dire, divisée en deux parties. Tout de suite, après le moment que Ceausescu est devenu secrétaire général du Parti communiste roumain et le président de la République populaire roumain, on a parcouru, c'était une période bonne parce qu'il a ouvert la porte vers l'Occident. Et c'est pour ça que, par exemple, les États-Unis ont accordé la clause, de pays préférés à la Roumanie. Ça veut dire que la Roumanie pouvait exporter et importer des États-Unis des marchandises sans payer les douanes, des taxes, comme ça. Bon, mais c'est vrai qu'après les années 80, Ceausescu est devenu un dictateur. Pourquoi? Pourquoi s'est passé ça? Il y a eu l'impression que en Roumanie, on peut développer toutes les industries possibles et on peut faire de très bonnes choses. Donc,
on peut, comment dire, même concurrer les pays très développés dans tous les domaines. Pour ça, il a fait il a prêté d'argent des banques internationales pour développer l'industrie, mais avec un taux d'intérêt très élevé. Bon, c'est vrai qu'en Roumanie, on commençait à apparaître des industries qui faisaient même la performance, et bien sûr qu'il y avait besoin des ouvriers, des spécialistes qui se sont formés pendant le temps. Mais en 99, déjà, les dettes de la Roumanie vers les banques internationales et le Fonds monétaire international avaient arrivé à une valeur très élevée. Et Ceausescu avait commencé à serrer un petit peu le vis, comme on dit. Donc, il a arrêté l'importation. On exportait tout le pétrole, presque tout le pétrole du pays. On exportait presque tous les aliments du pays. Le pays, on n'avait pas le chauffage pendant l'hiver, que 2 heures. Enfin, il y avait beaucoup de contraintes qu'il a introduites et ça a fait que la population roumaine s'est révoltée. Et au mois de décembre 89, Ceausescu a été, pratiquement exécuté, fusillé, parce que après un jugement, évidemment, il a été jugé, mais pas d'une manière normale. C'était un jugement rapide, et parce qu'en Roumanie, il y avait beaucoup des événements, il y avait beaucoup des gens qui le soutenaient. Donc, toute la situation pouvait générer dans une guerre civile. Ok, donc on finit avec ça. Ce que je veux dire, donc jusqu'en 80, Ceausescu a réussi à créer une industrie importante en Roumanie. L'enseignement s'est énormément développé. Il a lancé le concept d'intégration de l'enseignement, la recherche et l'industrie. Pourquoi? Il voulait diriger les recherches surtout pour des applications directes en industrie. C'était pas mal ça. Ok. Donc c'était une très bonne période. Mais qui a totalement changé après les années 80? Par exemple, après les années 80, c'était difficile de promouvoir, si tu étais enseignant par exemple, c'était difficile de parcourir les tranches jusqu'au professeur. Tranches, j'ai dit bien, les marches. Ok, vous comprenez. Ok. Absolument tous les dossiers de promotion passaient par sa femme, qui était un personnage très important en Roumanie du point de vue politique et très influent. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens de valeur ne pouvaient pas promouvoir jusqu'au niveau du professeur, même s'ils méritaient ça. Ok. Bon, les choses sont totalement changées après la Révolution, quand tous les gens de valeur ont devenu rapidement professeurs et se sont affirmés pas seulement dans le domaine d'enseignement, mais aussi dans le domaine de la recherche. Autre chose, moi comme chercheur, évidemment que je publie mes articles, je devrais publier mes articles, mais toujours le premier sur l'article, même si c'était ton travail, c'était pas toi, c'était ton chef direct, le chef de département. Après, tu devrais avoir l'approbation de chef de doyen de l'université. Il se passait comme co-auteur avant, le premier. Après, t'arrivais jusqu'au niveau du recteur qui devrait aussi approuver la publication de l'article. Il se passait le premier. Et à un moment donné, il y avait une blague, on disait, le recteur disait, il y a trop des auteurs, il faut enlever le dernier. C'était toi. C'est une blague, ça. Donc, comment dire, c'était pas difficile de faire de la recherche, mais c'était un petit peu difficile de valoriser la recherche. Surtout qu'on n'avait pas accès à des journaux internationaux du monde occidental. On pouvait publier à l'Union soviétique dans des journaux russes. Voilà. Donc il n'y avait pas une coopération entre
la Roumanie et l'Union européenne dans le cadre. Non, ça n'existait pas. Jusqu'à 89, on pouvait pas collaborer avec la France, par exemple, Angleterre, je sais pas, Allemagne. Non. C'était que, je sais pas si vous savez, mais la Roumanie faisait partie du pacte de Varsovie. Ça veut dire un traité qui réunissait, les pays socialistes. Donc, on avait d'un part les pays socialistes, de l'autre côté les pays occidentaux. Et entre eux, c'était la cortine de fer, comme on disait. Donc, c'était difficile d'essayer de collaborer avec des pays occidentaux et même de sortir à l'Occident. Moi, je n'ai pas arrivé de sortir de Roumanie vers l'Europe occidentale avant la Révolution. Et donc ça freine un peu les recherches, ce manque de coopération. Pardon? Ça freine les recherches. Oui, bien sûr, bien sûr. On ne pouvait pas discuter d'une collaboration avec, je répète, des universités de tradition de l'Europe occidentale. Et avec la Russie et l'Union soviétique à l'époque, pardon. Pologne, Hongrie, Bulgarie, qui faisaient partie des pays socialistes, oui, on avait des collaborations. Et il y avait des écoles très importantes de recherche dans ces pays. On a bien collaboré. On a réussi d'avoir beaucoup de réalisations ensemble. Ok. Donc, Monsieur Popov, vous qui avez travaillé avec beaucoup de chercheurs étrangers et collaboré avec plusieurs universités étrangères, j'aimerais savoir quelle est l'importance de la coopération entre les universités. Donc, oui. D'accord. Vous voyez, toujours quand j'ai commencé à collaborer avec des universités à l'étranger, j'ai cherché des groupes de recherche qui travaillaient dans le même domaine que moi. Et c'était pas seulement ça. Je cherchais des collaborateurs qui avaient des habilités complémentaires à moi, de telle manière qu'on se complète réciproquement. Vous comprenez? OK? Donc, moi, j'avais quelques habilités, l'autre, et bien sûr, équipement de recherche. Le collaborateur à moi devrait être complémentaire pour réussir à faire un projet. Voilà, c'est ça. Donc, c'était ça le critère sur lequel j'ai cherché des collaborateurs à l'étranger. Et j'ai commencé à collaborer avec les universités de l'Europe occidentale tout de suite après la Révolution, parce que j'ai eu la chance, la possibilité de faire un postdoc. Vous savez que c'est ça, un postdoc, études postdoctorales. Voilà, en France, à l'université de Haute-Alsace, dans le laboratoire d'un professeur très très réputé français, où j'ai appris beaucoup de choses, mais à mon tour, je pense que j'ai appris beaucoup de choses des collaborateurs français. Voilà. Donc c'était ça le critère pour qui m'a déterminé d'essayer de faire des collaborations avec plusieurs universités. Maintenant, en France, je collabore avec l'université d'Haute-Alsace, l'université de Mulhouse, l'université de Toulon, l'université de Lille, l'université de Lyon, l'université de Grenoble. Mais à part ça, j'ai aussi des collaborations avec plusieurs universités en Belgique, à l'université de Liège, l'université de Bruxelles, en Allemagne, l'université de Düsseldorf, ça s'appelle Heinrich Heine, et université au Canada, l'université de Montréal au Canada. Donc, d'habitude, nous discutons, comment dire, on établit ensemble les sujets de recherche et on établit qu'est-ce qu'il va faire chacun de nous. On réalise la recherche, on écrit un article et on publie ensemble. C'est comme ça. Et à base de ces articles, nous avons réussi à proposer des projets avec des financements, je vous le disais antérieurement, avec un financement européen, par exemple avec l'université de la Belgique et une autre université de Norvège. Donc, notre collaboration initiale a mis les bases pour
proposé un projet de recherche qui finalement a été financé par la communauté européenne. Ça, c'est important. Donc, à mon avis, tu dois pas rester coincé dans ton groupe de recherche. C'est bien d'être ouvert vers la collaboration avec n'importe quel pays, n'importe quelle université, mais bien sûr avoir des préoccupations communes. Ne peut pas collaborer avec un mécanicien ou je sais pas notre spécialiste dans un autre domaine. La collaboration avec l'Algérie, je peux continuer avec ça. Ok. Ça a commencé en 2017. Jusqu'en 2017, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait des projets, des programmes de mobilité qui s'appelaient Erasmus. Bon, c'est un programme financé par la communauté européenne qui permettait d'échange d'étudiants et de staff universitaire entre les universités en Europe. Mais à partir de 2017, ce programme a été élargi, il est devenu Erasmus Mundus, ce qui a permis de réaliser des accords bilatéraux entre les universités de l'Europe et l'université de tout le monde entier. En 2 mois après que ce programme a été lancé, j'ai reçu un email qui venait de la part du professeur Azel Mahmoudi, qui était à l'époque, il était professeur à l'université de Schleff, et qui me disait qu'il est intéressé de réaliser un accord bilatéral avec quelqu'un de Roumanie, et c'était moi j'ai répondu tout de suite. J'étais intéressé parce que je voulais connaître le monde arabe, qui était fascinant, et fascinante encore pour moi. Bon, donc j'ai répondu tout de suite à Hassan, et il m'a fait signer tout de suite l'accord bilatéral, et par conséquent, l'automne 2017, j'étais déjà à Schleff, en Algérie. Et professeur Mahmoudi m'a ouvert la porte vers toute l'Algérie, parce qu'après cet accord avec l'université de Schleff, j'ai réussi à avoir des accords bilatéraux avec l'université de Tlemcen, Mostaganem, Béjaïa, Oran, Tipaza, Alger, Gardaïa et Oued. C'est avec toute... Presque toute l'Algérie. C'était une collaboration utile pour les deux côtés. Donc, moi, j'ai mis à disposition mon expérience en recherche. Les universités algériennes m'ont mis à disposition les étudiants qui étaient intéressés à faire une thèse de doctorat, et même elle était intéressée, ces universités, d'avoir des projets de recherche communes. Ça fait que cette année même, c'est fini un projet de recherche qui réunit une université de la France, mon université, l'université de Clef, une université à Tunisie, à Sfax, une université à Maroc, à Marrakech, et une université en Égypte, à Mansoura. C'est un sujet qui est très important et très intéressant pour les pays méditerranéens. Et bon, il s'agit de trouver des possibilités pour augmenter le rendement des cellules solaires. Et on a eu une très bonne collaboration, surtout avec les collègues algériens. On a réussi à finir le projet, qui a été suffisamment bien financé. Et on a la possibilité maintenant de prolonger le projet. Il faut le rédiger, enfin, et proposer de nouveaux projets qui est en continuation du projet antérieur pour encore 3 ans. Toujours sur les cellules solaires. Oui. Même je suis pas chimiste, mais il y a une partie de chimie importante qui est inclue dans ce projet. Donc, finalement, je peux dire que j'ai une très bonne collaboration avec les universités algériennes. Comme je disais, j'ai déjà 3 docteurs en co-tutelle qui ont fini leur thèse sous ma direction, co-direction. À Schleff, encore une à Tlemcen, encore une à Tarf.
Et j'ai beaucoup d'étudiants qui ont fait des stages Erasmus dans mon laboratoire, même s'ils n'étaient pas thésards à moi, ont fait des stages finalisés avec des articles qu'on a publiés ensemble, des communications à l'occasion des congrès internationaux, etc. Donc, finalement, je peux dire que je suis très content de la collaboration avec les universités algériennes. Donc, vous y voyez du potentiel. Catégoriquement, oui. Ça fait plaisir, monsieur. Et de plus, ce sont des jeunes motivés, même s'ils ne connaissent pas, beaucoup de choses, ils ont la capacité d'apprendre facilement, ils sont avides de connaître et de se perfectionner dans plusieurs domaines, et d'apprendre des techniques. Je suis vraiment content. Ça fait plaisir de voir que vous y voyez du potentiel et peut-être une possibilité de collaboration dans un futur proche entre votre université et l'université de Oman. À propos de ça, je peux vous dire que récemment, on a signé un accord bilatéral Erasmus entre votre école technique et mon université. Cet accord, à base de cet accord, on a demandé au début du mois de février des mobilités dans les deux sens pour les étudiantes et staff. On attend maintenant la décision de la communauté européenne parce que c'est une décision qui est prise par l'agence Erasmus européenne. Et probablement on aura quelques mobilités et à partir de cet automne, peut-être qu'on va commencer à changer les étudiants. Plaisir de pouvoir collaborer avec votre université. Moi, vraiment, je serais content de commencer une collaboration avec votre école parce que j'ai vu qu'il y a des gens intéressés, des gens motivés, des gens bien préparés à mon avis. Donc, ce sera un plaisir de travailler avec vous si on aura l'occasion, bien sûr. Et de faire un test en côté tel, pourquoi pas. Inch'Allah. Alors, pour continuer, monsieur, j'aurais une dernière question à vous poser. En général, on a l'idée en tête que la science avance de manière uniforme dans tous les domaines. Sauf que c'est pas forcément le cas. Non, ça dépend des investisseurs, plus économiques, peut-être parfois politiques. Et donc, j'aimerais savoir quel est l'intérêt qu'a la scène mondiale envers les nanosciences et nanotechnologies. Est-ce que l'intérêt est grandissant envers Oui, c'est vrai. Donc, comme j'ai dit et comme vous connaissez, le nanoscience est un concept lancé il y a presque 60 ans. J'ai précisé, c'est le physicien Feynman qui a lancé ça. Et c'est un domaine de développement en plein essor. Pourquoi? Parce que surtout dans le domaine des matériaux, et le domaine de la nanomédecine aussi, les matériaux basés sur les nanostructures ont des propriétés très importantes, supérieures à des matériaux traditionnels. Et ça, c'est grâce au fait que les nanoparticules présentent une surface spécifique très élevée. Ça veut dire la surface par rapport à la quantité, à la masse. Donc on peut couvrir une grande surface par rapport à... Voilà. Et ça permet une très bonne interaction avec la matrice dans laquelle elle se trouve. Et d'ici, les propriétés, surtout les propriétés mécaniques, si on parle de matériaux à base de métaux, etc., sont très, très intéressantes, très importantes. Mais si on pense un petit peu à l'évolution des matériaux pendant le temps, donc on parlait de l'époque de la pierre, il y a je sais pas combien de milliers d'années, d'accord? L'époque de la pierre, le silex, l'époque de fer, l'époque de bronze, l'époque des alliages de l'aluminium, l'époque des polymères à partir de début des années 1900. Maintenant, on parle de l'époque des composites et surtout des nanocomposites. C'est sûr que sont les matériaux de l'avenir. C'est sûr. Donc, il y a un grand intérêt pour développer ce type de matériaux. Et dans le domaine de la nanomédecine, parce que il s'agit aussi des nanostructures, vous avez vu que c'est très important de réaliser des systèmes nanoparticules, sous forme de nanoparticules porteuses de médicaments,
Parce que, d'une part, on peut les administrer dans le corps humain par tous les voies orale, voie respiratoire, pénétration par la injection, bien sûr, sous forme d'insert, d'implant, etc. Donc, c'est très important. C'est important parce que ces nanoparticules peuvent encapsuler des quantités importantes de médicaments, peuvent les diriger à la cible. C'est le seul système qui permet le ciblage d'un certain organe. Donc, à mon avis, l'avenir est ici. Et à propos des développements de sciences, à mon avis, la médecine n'a pas connu un développement comme les autres sciences. Mais c'est le moment, par nanomédecine, d'arriver à un niveau très, très élevé. Vous avez entendu des nanorobots. Nanorobots. Vous avez entendu ou pas? Oui. Voilà. Dans le domaine de la médecine. Oui, voilà, c'est très important. J'ai vu, ils agissent, ils agissent comme si c'était des enzymes. J'ai vu dans le cas de l'infertilité. Oui, mais il s'agit, imaginez, je peux pas m'imaginer, vraiment, vraiment un robot de dimension nano, donc sous un micron, la taille, qui peut circuler dans l'organisme, peut détecter une certaine affection, peut la monitoriser, peut la traiter, etc. C'est incroyable. Mais c'est ça qui viendra dans peut-être 10 ans. Il y a des films, apparemment fantastiques, hein, de science fiction avec des nanobots, mais c'est ça l'avenir de la médecine, hein. Pour l'application que j'ai vue, c'était un nanorobot pour les cas d'infertilité des hommes. Un nanorobot qui va venir se fixer au spermatozoïde et... Oh oui, bien sûr, bien sûr. ramener à l'ovule. Ils peuvent se fixer sur n'importe quelle cellule et travailler. Et on espère que les nanosciences vont être ce qui va développer la médecine dans un futur proche. Merci beaucoup, Monsieur Popa, d'avoir accepté d'être l'invité de l'épisode d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi d'être invité, d'essayer de clarifier vos questions si je ne sais pas. Je pourrais vous écouter parler des polymères toute la journée. On espère qu'on vous reverra bientôt. Oui. Dans le cadre, cette fois-ci, de collaboration entre les universités. Sûrement. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, Monsieur Popa. Merci aussi. Merci.